Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Et on parle présidentiel et on parle aussi abstention. Quelles sont les solutions pour lutter contre l'abstention ce matin? Pour en parler, Gilles Montré est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes ancien conseiller de la présidence de la République, président d'Electis et auteur du livre Démocratie, rendons le vote aux citoyens aux éditions Odile Jacob. Et Frédéric Dabi sera avec nous dans quelques instants, directeur général de l'IFOP et auteur de La Fracture aux éditions Les Arènes. Je crois que ça y est, il est déjà avec nous. Frédéric Dabi, bonjour aussi. Bonjour. 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 Est-ce qu'il faut, alors qu'il y a évidemment les échéances qui arrivent, électorales, cette présidentielle, et puis derrière il y aura les législatives, normalement, bien sûr, est-ce qu'il y aura de l'abstention assez forte ou pas? C'est l'une des grandes interrogations. Gilles Montré et ensuite Frédéric Dabi. On nous annonce que 30% des Français, donc un Français sur 3, pense qu'il est possible ou probable qu'ils s'abstiennent à la prochaine élection. C'est 10% de plus, 10 points de plus qu'il y a 5 ans. Et donc je pense qu'on va avoir une très mauvaise surprise, effectivement, en avril. Et c'est un phénomène qui n'est pas là pour cette élection. Il est très frappant pour les élections locales et européennes. Vous vous souvenez, 67% aux dernières régionales, plus de 50% aux dernières municipales. Donc c'est une vague très profonde qui arrive et sur laquelle on ne peut pas juste dire c'est un accro. Et pourtant, les enjeux sont plus importants que les législatives ou les municipales. Bien sûr. C'est pour ça que la présidentielle a toujours eu un taux de participation beaucoup plus fort. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que même à la présidentielle, on a une vague d'abstention qui monte. Comment on y répond? C'est la question. Oui, Frédéric Dabi, est-ce que vous la voyez monter, cette vague, ou pas, vous? Alors, il faut être bien sûr prudent, car la participation à un scrutin est très fortement indexée sur la campagne, sur les dynamiques de campagne. Mais c'est vrai, ça a été bien dit à l'instant, nous sommes dans un cycle abstentionniste jamais vu, puisque à tous les scrutins depuis la présidentielle de 2017, tous les scrutins à 2 tours, l'abstention a été le premier parti de France, a dépassé 50%, voire a touché presque 2 tiers des Français aux élections régionales. Dans notre holding IFOP fiducial pour Sud Radio Match et LCI, on voit pour l'instant un taux d'abstention de l'ordre d'1 tiers, ce qui serait un record pour une élection présidentielle, mais on est bien d'accord. Nous ne sommes pas vraiment entrés dans la ligne droite de la campagne, dans le moment où peuvent se faire une cristallisation des choix électoraux. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, ici et maintenant, Patrick et Cécile, c'est que le record, si je puis dire, d'une élection présidentielle, celui du 21 avril 2002, où il y avait eu 28% d'abstention, est malheureusement possiblement atteignable, voire dépassable. Oui, mais dans les intentions de vote et l'abstention, les sondages sur l'abstention aux autres scrutins présidentiels, à 3 mois, là, nous sommes à 2 mois et demi, 3 mois, c'était le même taux ou pas? Ou alors là, il est vraiment supérieur? Il est plus fort. Il est bien sûr un peu plus fort. Alors, on est dans un contexte différent. En plus, tout le monde n'a peut-être pas en tête qu'on va voter plus tôt qu'en 2017 ou en 2012, c'est-à-dire qu'il y aura 2 semaines de campagne de moins, on vote le 10 avril, et c'est vrai que pour l'instant, même si la présidentielle est un scrutin à part, même si c'est, comme ça a été dit, le scrutin matrice où les Français peuvent voter massivement, 83 ou 84% en 83% en 2007 par exemple, 2 semaines de campagne de moins, ça peut avoir un rôle, et cette pression des scrutins précédents, où de plus en plus les Français qui ne votaient pas nous disaient qu'ils ne votaient pas parce que qu'ils ne votaient pas parce que voter servait plus à grand chose, voter ne changeait pas la vie. On a cette logique de vanité du vote, d'inutilité du vote qui commence à être très forte, notamment chez les jeunes, je l'ai montré dans mon livre, mais également dans d'autres catégories. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a une crise de la légitimité présidentielle? Quand vous êtes élu avec des taux d'abstention de ce niveau-là, évidemment, vous n'avez plus la même légitimité. Emmanuel Macron, en 2017, 24% au premier tour, en fait, c'est 18%. Donc évidemment, c'est beaucoup plus difficile de gouverner ensuite avec un socle de gens qui ont voté pour vous aussi faible. Mais ça pose aussi un problème plus fondamental, qui est sur la démocratie elle-même. En fait, c'est des millions de Français dont la voix ne s'exprime plus. Une personne égale une voix, encore faut-il que cette voix, elle s'exprime dans les urnes. Et c'est là que l'abstention, c'est pas, comme je disais, juste un accro, c'est vraiment un cancer de la démocratie. Parce que finalement, ça se retourne contre la démocratie elle-même. Comme le disait Frédéric Dabi, le sentiment que le vote est inutile finit par se retourner contre la démocratie. Vous avez aujourd'hui 40% des moins de 35 ans, 40% alors des c'est jeunes ça, sur le profil, qui pensent que la démocratie n'est plus le meilleur système. Quel est le profil des abstentionnistes? D'un mot, Gilles Montré et ensuite Frédéric Dabi. Alors, évidemment, l'abstention varie beaucoup en fonction des populations. On sait que les jeunes s'abstiennent beaucoup plus que les vieux. On sait que, que ceux qui gagnent moins s'abstiennent beaucoup plus que ceux qui gagnent plus.
pourtant, les gens sont engagés aujourd'hui. Oui, alors voilà, c'est une autre façon de s'engager. On voit que du côté de la jeunesse, des moins de 35 ans, on a le sentiment que on veut faire partie, IE, mais on veut plus faire partie I. Vous voyez, on veut plus être dans un parti, on veut plus simplement voter, on veut s'engager différemment. C'est très bien. Encore faut-il que c'est une traduction et qu'on puisse vraiment demander aux jeux ce qu'ils pensent. Sinon, c'est la démocratie. Frédéric Dabi, qu'est-ce que vous voyez, vous, dans vos enquêtes sur les abstentionnistes? Qui sont-ils précisément? C'est clair qu'on a toujours un profil abstentionniste qui est indexé sur l'intérêt pour la politique, comme ça a été dit plutôt des jeunes, même si je montre dans le livre La Fracture qu'il n'y a pas de fatalité de l'abstention des jeunes, notamment chez les primo-votants. Il est arrivé en 81, 95, en 2007 que les jeunes votent plus que la moyenne. Mais encore fallait-il un sens du vote. Et la dépolitisation ne veut pas dire un désengagement de la jeunesse, notamment sur le climat. Donc plutôt des jeunes, plutôt des catégories populaires, plutôt un électorat peu diplômé, un électorat globalement qui peut voter au Rassemblement national. C'est ce qui avait coûté à Marine Le Pen aux élections régionales, où elle avait vraiment été touchée de plein fouet par la forte abstention. Maintenant, aujourd'hui, dans notre ligne, on voit plutôt une surabstention de gauche, compte tenu du spectacle de désolation qu'offre la gauche. Quand on a 45% des Français qui se positionnent sur un axe gauche-droite et une traduction électorale d'environ 25% pour les 5 candidats de gauche hors extrême gauche testés, où sont les 20 points perdus? Beaucoup sont chez Emmanuel Macron, mais beaucoup également sont dans l'abstention. On va être dans l'abstention. Allez, on va voir dans un instant avec vous comment lutter éventuellement ou réduire cette abstention. Est-ce qu'il y a des solutions? Il y a notamment le vote électronique. On en parle dans un instant avec vous, Gilles Montré et Frédéric Dabi, et vous au 0826 300 300. On vous attend, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. 9h45, toujours avec nos invités. Les solutions pour lutter contre l'abstention. Avec nous pour en parler, Gilles Montré, ancien conseil de la présidence de la République et président d'Electis et auteur de ce livre Démocratie, rendons le vote aux citoyens aux éditions Odile Jacob. Et puis Frédéric Dabi, vous le connaissez bien, directeur général de l'IFOP et auteur de La Fracture aux éditions Les Arènes. Oui, alors parmi les solutions, est-ce qu'il y a, ça peut aller du vote obligatoire au vote électronique ou par d'autres solutions, Gilles Montré? Alors avant qu'on parle des moyens, parce que le vote électronique c'est un moyen, la vraie solution, c'est pas simplement de rendre le vote plus facile, c'est de donner envie. C'est de donner envie, comprendre pourquoi on va pas voter. On est dans un système où on va une fois tous les 5 ans élire un président ou une présidente sur un programme qu'on n'a pas lu, avec un mélange de voter pour, voter contre, vote barrage, voilà. Quelqu'un est élu, puis il se passe toujours autre chose. Il y a eu la crise sanitaire, avant il y a eu les attentats terroristes, encore avant on a eu la crise financière, et puis revient le candidat qui dit « donnez-moi un nouveau mandat » ou un autre qui dit « donnez-moi un mandat » et on se dit « mais quelle prise on a sur les vrais sujets ?» Mais est-ce que les Français font leur devoir aussi d'aller lire? Est-ce qu'on leur donne, on fait suffisamment de communication, parce qu'on entend partout sur les chaînes info, on les voit dévoiler, enfin voilà, c'est des petites phrases et on entend très peu les programmes. Bien sûr, il y a les devoirs, mais il y a aussi les droits. Est-ce qu'on interroge les Français? Est-ce qu'on nous interroge sur les sujets? Ou est-ce qu'on les glisse sous le tapis parce qu'il y a des élections, mais que sur un certain nombre de sujets, on ne nous fait pas voter? Je vous prends un exemple, la réforme des retraites. On nous a dit, les commentateurs, en mars 2020, Emmanuel Macron va avoir un scrutin test sur les retraites. Mais non, c'était pas un scrutin test sur les retraites, c'était les municipales pour élire les maires. Il y a une confusion. Et donc, s'il faut voter sur les retraites, eh bien, votons sur les retraites. Il est indispensable qu'on ait des respirations démocratiques au niveau local et au niveau national plus fréquentes. Et c'est là qu'intervient le vote électronique. Non pas pour faire voter à la présidentielle, ça fonctionne avec le vote papier. Non pas pour remplacer le vote papier, mais comme un supplément pour aller dans le sens de l'histoire, pour permettre, dans ces respirations démocratiques, de voter plus fréquemment, plus facilement. Ouais. Ce que vous dites donc, finalement, Gilles Montré, c'est que beaucoup qui sont abstentionnistes se disent, finalement, ça ne sert à rien d'aller voter, puisque finalement, on ne va pas suivre ce qui a été prévu, ou en tout cas, le programme, ou alors ça change en cours, quoi. Donc ça ne sert à rien d'aller voter. C'est ce qui ressort, Frédéric Dabi, de vos enquêtes aussi? Je partage complètement ce que dit M. Montré, il parle d'or. C'est vrai qu'on peut s'intéresser aux vecteurs, aux moyens techniques pour favoriser la participation. Là n'est pas le vrai sujet. Le sujet, c'est trouver un sens pour les Français à l'élection. Et les Français peuvent se déplacer massivement. Souvenez-vous, Patrick, le référendum du 29 mai 2005 sur le traité constitutionnel européen, sur un texte technique compliqué, les Français se sont mobilisés massivement. Ils ont voté à plus de 70%. C'était une véritable surprise. Il faut trouver un sens à l'élection. Comme ça a été dit également, quand les
les candidats élus, par exemple à une présidentielle, une législative, donnent des coups de canif de plus en plus forts au contrat qui a été passé pendant la campagne électorale, je pense aux promesses non tenues, au renoncement, au reniement, tout ça draine beaucoup de Français vers l'abstention. Donc c'est d'abord la question de la représentation, du contrat de confiance entre les représentants et les représentés. Je vous donne mon vote, mais vous, en retour, vous transformez mon quotidien, vous changez ma vie, vous faites ce pourquoi vous avez été élu, et là, on peut avoir une abstention qui peut beaucoup baisser. Maintenant, j'ai retrouvé une enquête IFOP pour le groupe centriste du Sénat sur les différents moyens de favoriser la participation électorale. Ce qui va vous intéresser, ce qui arrive en tête, c'est pas le vote par Internet, le vote par courrier, c'est cité par une majorité de Français, c'est la prise en compte du vote blanc. Alors, dans les suffrages exprimés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le reflet, si c'était fait, peut-être le vote blanc arriverait en tête, on referait l'élection, c'est le reflet d'une insatisfaction par rapport à l'offre électorale. Oui, alors ça revient en permanence. Bien sûr, mais le vote blanc, qui effectivement n'est pas pris en compte aujourd'hui, puisque vous savez, les suffrages exprimés ne prennent pas en compte le vote blanc. Et il y a la question que posait Frédéric Dabi, que se passerait-il si un président ou une présidente était élu, mais si on décomptait le vote blanc, il n'aurait plus la majorité. Mais le vote blanc, c'est un instrument pour dire, moi je ne veux pas voter sur tel ou tel candidat, je veux voter sur le fond des problèmes, sur l'immigration, sur les retraites, sur les prélèvements. Comment est-ce qu'on peut interroger les citoyens sur ces sujets-là? Il faut trouver entre un vote une fois tous les 5 ans, comme en France, et puis un vote une fois tous les trimestres, comme en Suisse, qui pratique la démocratie directe. Mais il y a peut-être un équilibre à trouver. Peut-être qu'on pourrait ne pas attendre 5 ans, qu'une fois tous les ans, on pourrait avoir des consultations nationales, qu'au niveau local, on pourrait avoir très fréquemment la consultation par les maires pour des sujets qui sont vraiment des sujets de vote utile. Pour ça, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire sur telle infrastructure publique, etc. C'est ce qu'on fait, nous, avec l'association Electis, avec un certain nombre de villes, où on permet, avec des solutions qui sont transparentes, open source. Des référendums locaux, quoi. Des référendums locaux. Non, mais ce qui est assez incroyable, Frédéric Dabi, vous dites ça, évidemment, et beaucoup reviennent sur le vote blanc. Sauf que, quand même, quand on regarde sur la ligne de départ, il y a une quinzaine de candidats. Donc, à un moment donné, on peut trouver quand même son candidat, quoi, non? J'entends ce que vous dites, Patrick. Il y a effectivement un paradoxe apparent. Prenons aussi le cas de l'histoire. Le 21 avril 2002, j'en parlais tout à l'heure au début de notre échange, record d'abstention de l'élection présidentielle, c'est l'élection où il y a eu le plus de candidats au premier tour. Il y avait 5 candidats de gauche, 3 candidats d'extrême gauche, de la droite, du centre, des écolos, des chasseurs. Et finalement, l'abstention a été massive. Et puis là, cette campagne présidentielle, dans notre ligne, on teste déjà 14 candidats. Quid de François Asselineau s'il a ses parrainages, de Florian Philippot, de la personne qui sortirait vainqueur de la primaire. Je crois que c'est pas une question de nombre, c'est pas une question de d'un nombre important de citoyens. Donc, pour autant de candidats, pour autant, il y a une inadéquation perçue entre l'offre électorale et ce que souhaitent les Français, mais surtout, il y a cette crise du résultat, cette crise de la démocratie qui affecte la participation électorale. Et plus on est politisé, plus on va voter, mais souvent c'est un pur réflexe. Et que pensez... On devient des spectateurs de l'élection. Vous voyez, c'est une frappe. Vous avez aujourd'hui 50% des Français qui pensent que Macron va gagner l'élection présidentielle. Mais vous en avez donc 1 sur 2. Vous en avez que 1 sur 6 qui le souhaite activement, qui est prêt à se rendre dans les urnes pour voter pour lui. Donc on est devenu, en fait, un petit peu comme des joueurs de tiercé. Vous voyez, on essaie de savoir qui va être le premier, qui va être le deuxième au second tour, qui va être le troisième à pas passer au second tour, alors que la démocratie, bien sûr, c'est l'engagement citoyen. Et que penser du vote préférentiel, comme aux États-Unis, justement, de se dire qu'on a plein de candidats et on fait un numéro 1, numéro 2, numéro 3 ? Alors, c'est là que le vote électronique est très intéressant, parce qu'on va pouvoir mettre en œuvre d'autres façons de voter. À New York, comme vous le dites, aujourd'hui, on vote en classant les candidats. Simplement, avec le vote papier, c'est extrêmement compliqué. Il a fallu attendre 15 jours pour avoir le résultat, parce que quand vous dépouillez des bulletins où il y a 15 candidats qui sont classés, c'est très compliqué. Pareil pour le jugement majoritaire. On va avoir demain comme un événement inouï. On a la primaire populaire, c'est ça. Qui commence demain. Qui est un peu ça, c'est du vote préférentiel. Qui est du jugement majoritaire. Vous avez 5 mentions, depuis très bien jusqu'au refus, pour chacun des candidats.
Voilà, ça permet d'être dans de nouvelles façons de voter qui sont au plus près des convictions des citoyens. Mais pour ça, le vote électronique permet cette flexibilité. Alors, le vote électronique, parlons-en en fait un instant, parce qu'il y a toujours un doute. On se dit, ah oui, mais alors attendez, c'est un moyen, certes, mais bourrage des urnes, ça ne va pas marcher, etc. Qu'est-ce que vous répondez à tous les gens qui sont sceptiques par rapport au vote électronique? Bien sûr. Gilles Montré et ensuite Frédéric Dabi. Déjà, moi, dans mon livre, je ne parle pas de vote électronique, je parle de vote technologique. Oui, parce que la technologie a énormément évolué. Avec la cryptographie, avec la blockchain, on a maintenant des solutions qui sont à la fois sûres, confidentielles et surtout vérifiables. C'est-à-dire que comme dans le vote papier, c'est ça qui crée la confusion dans le vote papier, c'est qu'il y a des gens qui peuvent dépouiller l'urne et on décentralise, il y a plusieurs personnes qui sont là pour valider l'élection. On a maintenant des systèmes comparables dans le domaine du vote électronique. Donc on ne peut pas hacker une élection, en tout cas un vote. En tout cas, quand on le hack, on peut le savoir. D'accord. Et donc, comme par exemple en Estonie, qui vote électroniquement depuis 2005, le scrutin électronique est avant le scrutin papier. S'il y avait un problème, on le saurait et il serait annulé. Mais attention au malentendu. Il ne s'agit pas d'une part de remplacer le vote papier à l'élection présidentielle. Oui, il fonctionne. C'est en complément, quoi. C'est en complément et il s'agit bien sûr d'avoir les deux en parallèle. Oui. Parce que pour ceux qui ne savent pas se servir c'est de vrai, téléphone, quand on voit ces opérations bancaires où qu'on paye ses impôts par électronique, on se dit que ça pourrait être jouable, quoi, en mais complément. il faut construire la confiance. Et construire la confiance, c'est-à-dire y aller progressivement, commencer par les scrutins locaux, et deuxièmement, avoir des choses qui sont tout à fait transparentes. Il ne s'agit pas d'avoir simplement tel logiciel qu'on achète sur le marché. Il faut des solutions qui sont toutes complètement, on dit open source aujourd'hui, transparentes, qu'on peut vérifier. Est-ce que les Français sont prêts à cela, Frédéric Dabi? Alors, oui, mais vous l'avez dit, Patrick, il y a des craintes. Il y a une telle suspicion. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, il y a la question de la légitimité d'une victoire qui est de plus en plus attaquée. Pensez, on a changé d'époque. En 1974, Giscard d'Estaing gagne d'à peine 600 000 voix au second tour. La gauche, qui l'attaque pendant tout son mandat, c'est une époque de bipolarisation, n'avance jamais l'argument de « il a été mal élu », il a manqué très peu de voix à François Mitterrand. Depuis 2012, on entend le discours à droite sur le mode « il a manqué 2 semaines à Nicolas Sarkozy, François Hollande n'a pas été vraiment vainqueur ». Même chose pour Emmanuel Macron, il a remporté parce qu'il était face à Marine Le Pen au second tour. Et je ne vous parle pas de ce qui se passe au niveau local. Donc, basculer complètement d'un vote traditionnel avec ce rite initiatique républicain à un vote électronique ou, j'aime bien votre terme, monsieur, de technologique, va peut-être stimuler les crispations. Maintenant, il y a quelque chose, ça a été dit par monsieur Montré, auquel je crois énormément, c'est ces formes de respiration avec la démocratie participative. Les référendums, oui, et moi surtout ce que je vois et ce que je pratique beaucoup à l'IFOP, mais on pourra en faire plus, ce sont les conférences citoyennes, où la décision est mise en main d'un groupe citoyen qui est formé, informé, qui donne son avis, qui ne se substitue pas aux politiques, c'est le politique qui décide, mais qui donne un avis éclairé. Ça, c'est des choses qui peuvent très bien marcher. Allez, en conclusion, d'un mot, j'ai Alors, si je peux donner un sondage à un sondeur, Frédéric Dabi, en juin 2021, 80% des Français étaient en faveur du vote électronique, du vote par Internet. Mais tout à fait, j'ai des chiffres équivalents. Voilà, mais vous avez raison, il ne faut pas que ce soit 80%, il faut que ce soit 100%. Et donc, il faut qu'on progresse de manière totalement ouverte en associant l'ensemble des Français, parce que c'est en fait un instrument pour s'exprimer mieux. Et une fois de plus, la primaire populaire, c'en est l'exemple. Des citoyens se saisissent du vote électronique. On va suivre ça. On va suivre cette primaire populaire. Et puis, bon courage quand même pour avoir les 100%. Ça, merci Gilles Montré et merci à Frédéric Dabi.